Et bonsoir, bienvenue. Donc ce soir, on reprend la lecture de Bilbo le Hobbit, chapitre 3, en compagnie de Petit Chat. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Oh, quoi c'était mignon. Eh bien, soyez les bienvenus. On va pouvoir attaquer tout en douceur notre lecture du chapitre 2. Si madame en a assez de ses caresses. Oui, non, non. Allez, on se calme. C'est fini. Donc, le chapitre 3 avait un rapport avec un poney? Non, c'était le 2. Chapitre 3 s'appelle Courte pause. Ils ne chantèrent ni ne contèrent d'histoire ce jour-là, malgré l'amélioration du temps. Non plus que le lendemain, ni le surlendemain. Ils avaient commencé à sentir que le danger n'était pas loin de part et d'autre de la route. Ils campaient sous les étoiles, et leurs chevaux avaient plus à manger qu'eux-mêmes, car s'il y avait abondance d'herbe, il n'y avait pas grand-chose dans leur sac, compte tenu même de ce qu'ils avaient pris au troll. Un matin, ils passèrent à gué une rivière, en un endroit large et peu profond, tout en écumant. Non, tout écumant et rempli du bruit des cailloux. L'autre rive était escarpée et glissante. Quand ils parvinrent au sommet, menant leur poney, ils s'aperçurent que les hautes montagnes étaient à présent tout près d'eux. Le pied de la plus proche semblait déjà n'être qu'à une petite journée de marche. Elle avait un aspect sombre et lugubre, malgré des plaques de soleil sur ses flancs bruns, et derrière ses contreforts brillaient les cimes neigeuses. Est-ce là la montagne? La montagne? Demanda Bilbo d'une voix grave, la contemplant avec des yeux ronds. Il n'avait jamais rien vu d'aussi grand. Bien sûr que non, dit Balin. Ce ne sont que les contreforts des monts brumeux, et il nous faut les franchir d'une façon ou d'une autre, par-dessus ou par-dessous, pour arriver au pays sauvage qui est de l'autre côté. Et il y a encore assez loin, même de là, à la montagne solitaire dans l'est, où Smaug couche sur notre trésor. Ah, dit Bilbo. Et juste à ce moment, il se sentit plus las qu'il n'avait jamais été. Il pensait une fois de plus à son confortable fauteuil au coin du feu, dans le petit salon préféré de son trou de hobbit, et au chant de la bouilloire. Ce ne serait pas la dernière fois. Gandalf avait maintenant pris la tête de la troupe. Il ne faut pas manquer notre route, car nous serions fichus, dit-il. Nous avons besoin de nourriture, entre autres, et de repos dans une sécurité raisonnable. Et aussi, il est très nécessaire d'aborder les monts brumeux par le bon sentier, sans quoi vous vous perdrez et vous serez obligé de revenir au point de départ pour tout recommencer, si jamais vous revenez. Ils lui demandèrent vers où il se dirigeait, et il répondit « Vous êtes arrivés au bord même du désert. Certains d'entre vous le savent peut-être. Cachée quelque part devant nous se trouve la belle vallée de la Combe fendue, où vit Elrond dans la dernière maison simple à l'ouest des monts. J'ai envoyé un message par mes amis, et nous sommes attendus. » Cette nouvelle était agréable et réconfortante, mais il n'était pas encore arrivé, et il n'était pas aussi commode qu'il paraît de trouver la dernière maison simple à l'ouest des monts. Il semblait n'y avoir pas d'arbres, pas de vallée, pas de collines pour rompre la monotonie du pays qu'ils avaient devant eux. Ce n'était qu'une vaste pente montant lentement à la rencontre du pied de la montagne la plus voisine. Un large espace, couleur de bruyère et des rochers éboulés, avec des taches et des pans de verre herbeux ou moussus qui révélaient la présence. La matinée passa, l'après-midi vint,
Mais sur toute la lande silencieuse, il n'y avait aucun signe d'habitation. Il devenait inquiet, car il voyait à présent que la maison pouvait être cachée à peu près n'importe où entre les montagnes. Il tombait sur des vallées inattendues, étroites et escarpées, qui s'ouvraient subitement à leurs pieds, et il les contemplait d'en haut, surpris de voir sous eux des arbres et de l'eau courante au fond. Il y avait de petites crevasses qui pouvaient presque franchir d'un bond, mais qui étaient très profondes et contenaient des cascades. Il y avait des ravins sombres que l'on ne pouvait ni sauter ni escalader. Il y avait des fondrières, dont certaines offraient une vue agréable avec leur verdure parsemée de fleurs hautes et vives. Mais un poney qui aurait marché là, un chargement sur le dos, n'en serait jamais ressorti. La région qui s'étendait du gué à la montagne était certes beaucoup plus étendue qu'on ne l'aurait cru. Bilbo en était plongé dans l'étonnement. L'unique sentier était marqué de pierres blanches, dont certaines étaient petites, et d'autres à demi recouvertes de mousse ou de bruyère. C'était une tâche pénible que de suivre la piste, même sous la conduite de Gandalf, qui semblait connaître assez bien son chemin. Sa tête et sa barbe oscillaient d'un côté et de l'autre, tandis qu'il cherchait les pierres, et tous le suivaient. Mais il semblait qu'on eût guère approché de la fin du voyage, lorsque le jour commença de manquer. Le moment du thé était depuis longtemps passé, et il apparaissait que celui du souper ne tarderait pas à faire de même. Des phalènes voletaient de ci de là, et la lumière devint très faible, la lune n'étant pas encore levée. Le poney de Bilbo commença à buter sur les racines et les pierres. On arriva si brusquement au bord d'une brutale dénivellation que le cheval de Gandalf faillit dévaler la pente. « Nous y voici enfin !» cria-t-il. Et de tous s'assembler autour de lui et de regarder par-dessus l'arête. Loin en dessous d'eux, ils virent une vallée. Ils pouvaient entendre la voix d'une eau qui, dans le fond, coulait en un rapide courant sur un lit rocheux. Un parfum d'arbre imprégnait l'air, et il y avait une lumière de l'autre côté de l'eau en aval. Bilbo ne devait jamais oublier la façon dont ils glissèrent et dégringolèrent dans le crépuscule le long du sentier en zigzag, jusque dans la vallée secrète de la combe fendue. L'air se réchauffait au fur et à mesure de la descente, et l'odeur des pins assoupissait le hobbit, de sorte qu'à tout moment il branlait la tête et manquait de tomber, ou bien il heurtait du nez l'encolure de son poney. Leur se réveilla à mesure qu'il descendait. Les arbres devenaient des hêtres et des chênes, et une agréable sensation se dégageait du crépuscule. La dernière teinte verte s'était presque effacée de l'herbe quand ils finirent par arriver à une percée située au-dessus des bords de la rivière. Ça sent l'elfe, pensa Bilbo. Et il leva les yeux vers les étoiles. Elles luisaient d'un éclat vif et bleuté. Juste à ce moment éclata dans les arbres un chant, semblable à un rire. Bon, évidemment, ça, je ne vais pas vous le chanter parce que je ne connais pas l'air, mais je peux vous le lire. Ah, que faites-vous? Et où allez-vous? Vos poneys ont besoin d'être ferrés. La rivière coule. Ah, tralala, lalali. Ici, dans la vallée. Ah, que cherchez-vous? Et où allez-vous? Les fagots fument, les pins cuisent. Ah, trilililoli. La vallée est joyeuse. Ha ha. Ah, où allez-vous avec vos barbes dodelinantes? On ne sait pas, on ne sait pas ce qui amène Mr. Baggins et Balin et Dwalin dans le fond de la vallée, en juin. Ha ha. Ah, resterez-vous? Où volerez-vous? Vos poneys s'égarent, le jour est mourant. Voler serait folie. Rester serait joyeux pour écouter et entendre jusqu'à la fin de la nuit notre air. Ha ha. Ainsi riait-il et chantait-il dans les arbres. Et sans doute trouvez-vous que c'est une assez belle ineptie. Ils s'en moqueraient d'ailleurs, ils se contenteraient de rire, d'autant plus que si vous le leur disiez. C'étaient des elfes, naturellement. Bientôt, comme l'obscurité se faisait plus épaisse, Bilbo les entrevit. Il adorait les elfes,
bien qu'il n'en rencontrât que assez rarement. Mais il en avait aussi un peu peur. Les nains ne s'entendent pas trop bien avec eux. Même des nains assez braves comme Thorin et ses amis les trouvent sots, idée elle-même très sotte, ou bien sont ennuyés de leur compagnie, car certains elfes les taquinent et se moquent d'eux, surtout de leur barbe. Regardez donc, ma foi, dit une voix. Bilbo le Hobbit à dos de poney, mon cher. N'est-ce pas ravissant? Tout à fait étonnamment merveilleux. Ils se lancèrent alors dans une autre chanson, aussi ridicule que celle que j'ai transcrite en entier. Finalement, l'un d'eux, un garçon de haute taille, sortit des arbres et vint saluer Gandalf et Thorin. « Soyez les bienvenus dans la vallée, dit-il. « Merci, dit Thorin d'un ton un peu bourru. Mais Gandalf avait déjà mis pied à terre, et il se trouvait au milieu des elfes, avec lesquels il s'entretenait gaiement. « Vous êtes un peu hors de votre chemin, dit l'elfe. C'est-à-dire si vous vous dirigez vers le seul sentier qui traverse la rivière et vers la maison qui est au-delà. Nous vous remettrons dans la bonne voie, mais vous feriez mieux d'aller à pied jusqu'après le pont. Voulez-vous rester un peu et chanter avec nous, ou préférez-vous poursuivre tout de suite votre route? Le souper se prépare là-bas, dit-il. Je sens les feux de bois pour la cuisson. Fatigué, Bilbo aurait bien aimé rester un moment. Le chant des elfes est une chose à ne pas manquer en juin sous les étoiles, pour peu que l'on s'intéresse à ce genre de choses. Et puis, il aurait aimé avoir une petite conversation personnelle avec ces gens qui semblaient connaître ses noms et tout ce qu'ils concernaient, quoiqu'il ne les eût jamais vus. Il pensait que leur opinion sur son aventure pourrait être intéressante. Les elfes en savent long et sont merveilleux pour tout ce qui est nouvelle. Ils savent ce qui se passe parmi les gens du pays, aussi vite que la rivière court, ou même plus vite. Mais les nains étaient tous partisans de dîner le plus vite possible, et ils ne voulurent pas rester. Ils partirent donc, menant leur poney par la bride, jusqu'à ce qu'on les eût amenés à un bon sentier, et ensuite, en fin de compte, jusqu'au bord même de la rivière. Elle coulait, rapide et bruyante, comme font les rivières de montagne les soirs d'été, quand le soleil a donné toute la journée sur la neige bien. Il n'y avait qu'un étroit pont de pierre sans parapet, un pont tout juste suffisant pour le passage d'un poney, et c'est là qu'ils durent traverser, un à un, avec une prudente lenteur, chacun conduisant sa monture par la bride. Les elfes avaient apporté sur la rive de brillantes lanternes, et ils chantèrent une joyeuse chanson pendant que le groupe effectuait cette traversée. « Ne trempez pas votre barbe dans l'écume, petit père !» crièrent-ils à Thorin, presque courbé à quatre pattes. « Elle est assez longue sans qu'il soit nécessaire de l'arroser. » « Faites attention à ce que Bilbo ne mange pas tous les gâteaux !» clamèrent-ils. « Il est trop gros pour passer encore par les trous de serrure. »« Chut, chut, bonnes gens, et bonsoir !» dit Gandalf qui fermait la marche. « Les valets ont des oreilles, et certains elfes ont des langues par trop joyeuses. Bonsoir !» Et ainsi, ils arrivèrent enfin tous à la dernière maison simple, dont ils trouvèrent les grandes portes. Tout étrange que cela peut paraître, les choses bonnes à avoir et les jours bons à passer sont tôt racontés et n'offrent pas grand intérêt, tandis que les choses inconfortablement palpitantes, de nature même à donner le frisson, peuvent faire une bonne histoire et, en tout cas, appellent une longue narration. Nos amis demeurèrent longtemps, une quinzaine au moins, dans cette hospitalière maison, et ils eurent peine à la quitter. Bilbo serait volontiers resté à jamais, même en supposant qu'un simple vœu eût pu le ramener sans aucune difficulté dans son trou de hobbit. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose à dire de leur séjour. Le maître de la maison était un ami des elfes, un de ces personnages dont les ancêtres figuraient dans les histoires d'avant le commencement de l'histoire, les guerres entre les mauvais gobelins, les elfes et les premiers hommes du Nord. Au temps où se passe notre récit, il existait encore des gens qui avaient en même temps pour ancêtres des elfes et des héros du Nord, et Elrond, le maître de la maison, était leur chef.
Il avait le visage aussi noble et beau qu'un seigneur elfe, la force d'un guerrier, la sagesse d'un mage. Il était aussi vénérable qu'un roi des nains, aussi bon que l'était. Il figure dans bien des contes, mais son rôle dans le récit de la grande aventure de Bilbo est mince, quoique important, comme vous le verrez si jamais nous arrivons jusqu'à sa conclusion. Sa maison était parfaite, que l'on aime la nourriture, le sommeil, le travail, la narration d'histoire, le chant, ou que l'on préféra simplement rester assis à penser, ou encore un agréable mélange de tout cela. Les choses mauvaises ne pénétraient pas dans cette vallée. Je voudrais avoir le temps de vous raconter quelques-unes des histoires ou de vous chanter une ou deux des chansons qu'ils entendirent dans cette maison. Tous, et les poneys aussi, se refirent et prirent une nouvelle vigueur durant les quelques jours passés là. Leurs vêtements furent soignés, ainsi que leurs contusions, leurs humeurs et leurs espoirs. Leurs sacs furent remplis de provisions et de vivres, légers à porter, mais assez nourrissants pour les mener jusqu'à l'autre côté des cols. Les meilleurs conseils améliorèrent leur plan. Ainsi arriva la veille du solstice d'été, et ils devaient partir au premier soleil du matin. Elrond savait tout des runes de toutes sortes. Ce jour-là, il examina les épées qu'ils avaient emportées du repère des trolls, et il dit « Elles n'ont pas été fabriquées par les trolls. Ce sont des épées anciennes, très anciennes. Des hauts elfes de l'Ouest, ma famille. Elles furent forgées à Gondolin, pour les guerres des gobelins. Elles doivent venir d'un trésor de dragons ou d'un butin de gobelins, car cette ville fut détruite il y a des siècles par les dragons et les gobelins. Cette épée, Thorin, les runes la nomment Orcrist, le fendoir à gobelins dans l'ancienne langue de Gondolin. C'était une lame fameuse. Ceci, Gandalf, était Glamdring, le marteau à ennemi que portait jadis le roi de Gondolin. Gardez-les bien. Comment sont-elles venues entre les mains des trolls, je me demande, dit Thorin, examinant son épée avec un intérêt nouveau. Je n'en sais rien, répondit Elrond, mais on peut penser que vos trolls avaient pillé d'autres pilleurs ou étaient tombés sur les restes d'anciens brigandages dans quelques trous des montagnes de jadis. J'ai entendu dire qu'on peut encore trouver des trésors oubliés dans les excavations des mines de Moria, abandonnées depuis la guerre des nains et des gobelins. Thorin réfléchit à ces paroles. « Je garderai cette épée avec respect, dit-il. Puisse-t-elle à nouveau fendre des gobelins. Voilà un vœu qui a des chances d'être assez vite exaucé dans les montagnes, dit Elrond. Mais montrez-moi maintenant votre carte. Il la prit et l'examina longuement, tout en hochant la tête, car il n'approuvait pas entièrement les nains et leur amour de l'or. Il détestait les dragons et leur cruelle méchanceté, et il s'affligeait au souvenir de la ruine de la ville de Dale et de son joyeux carillon, comme des rives brûlées de la claire rivière courante. La lune brillait en un grand croissant d'argent. Il éleva la carte, et l'on vit la lumière blanche luire au travers. « Qu'est-ce donc » dit-il. « Il y a là des lettres lunaires en plus des simples runes qui disent « La porte a 5 pieds de haut et 3 peuvent passer de front. » « Qu'est-ce que les lettres lunaires » demanda le hobbit tout excité. Il adorait les cartes, comme je l'ai déjà dit, et il aimait aussi les runes, les lettres et les écritures ingénieuses, bien que, lorsqu'il écrivait lui-même, ce fût un peu des pattes de mouche. Les lettres lunaires sont des lettres runies, mais invisibles lorsqu'on les regarde de face. On ne peut les voir que quand la lune brille par derrière, et avec ceci d'ingénieux que ce doit être une lune de la même forme et de la même saison que le jour où les lettres furent tracées. Elles ont été inventées par les nains, qui les écrivaient avec des pointes d'argent, comme vos amis pourraient vous le dire.
Celles-ci ont dû être écrites il y a bien longtemps, une veille de solstice d'été, par une lune à son premier quartier. Que disent-elles demandèrent ensemble Gandalf et Thorin, un peu vexés peut-être qu'elles auront dû découvrir la chose le premier. Encore qu'en vérité, il n'y en eut pas l'occasion jusque-là, et qu'il ne dut pas y en avoir de nouvelles avant Dieu sait quand. Tenez-vous auprès de la pierre grise quand la grive frappera, lut-elle ronde. Et le soleil couchant, avec la dernière lumière du jour de Durin, brillera sur la serrure. Durin, Durin, dit Thorin. C'était le père des pères de la race aînée des nains, les barbes longues, et mon premier ancêtre. Je suis son héritier. Alors, qu'est-ce que le jour de Durin demanda Elrond. Le premier jour de la nouvelle année des nains est, comme tout le monde devrait le savoir, le premier jour de la dernière lune de l'automne, au seuil de l'hiver, dit Thorin. Nous l'appelons encore le jour de Durin quand la dernière lune d'automne et le soleil sont en même temps dans le ciel. Mais cela ne nous servira pas à grand-chose, je le crains, car il est au-dessus de notre compétence actuelle de deviner quand pareil moment se reproduira. Cela reste à voir, dit Gandalf. Y a-t-il quelque chose d'autre ? Rien de visible par cette lune, dit Elrond. Et il rendit la carte à Thorin, après quoi ils descendirent au bord de la rivière pour assister aux danses et au chant des elfes à la veille du solstice d'été. Le lendemain était un solstice d'été aussi beau et aussi frais qu'on pouvait le rêver. Ciel bleu, sans un nuage, et soleil dansant sur l'eau. Ils s'enfurent alors sur leurs poneys au milieu des chants d'adieu et de bonne chance, le cœur prêt à la poursuite de l'aventure, avec la connaissance de la route qu'ils devaient suivre parmi les monts brumeux vers le pays situé au-delà. Fin du chapitre 3. Et le chapitre 4 est trop long pour être lu ce soir, donc il attendra la semaine prochaine. Chapitre 4 qui sera dans la montagne et... Ok, eh ben des bisous à tous. Bonne soirée à vous, reposez-vous bien, faites de doux rêves, et on se dit à une prochaine fois, peut-être ce week-end. Je suis pas sûre, hein. C'est chargé encore. Mais au pire, lundi soir pour du RP. C'est chouette ça. Allez, des bisous, reposez-vous bien, dormez bien. À la prochaine, des bisous. Faites de